L'empereur Napoléon Ier est au sommet. Sa chute n'en sera que plus dure, plus rapide, et ses ennemis vont y mettre toute leur énergie. Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est, Napoléon, une série en 6 volets. Épisode 5, la chute de l'empereur. Nous sommes le 9 avril 1809. La grande armée de Napoléon est occupée en Espagne où des combats très violents font rage contre les Français. 190 000 soldats sont au sud de l'Europe. Là, ça n'est que son ambition personnelle. David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château. Pour installer notamment en Espagne son frère Joseph sur le trône, qui l'ont poussé à agir. À ce moment-là, effectivement, un grand nombre des personnes qui le suivaient jusqu'à présent ont commencé à se détourner de lui. On peut citer par exemple son ministre des Relations extérieures, ce qu'on appellerait aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, qui se sont rendus compte que cette ambition dévorante allait conduire vers l'abîme la France. Et c'est pour cette raison que l'opposition, qui était devenue un peu moins importante à partir de 1804 pendant 4 ou 5 ans, eh bien, va reprendre de la vigueur à partir de 1810, 1812 et encore plus avec la campagne de Russie. L'Autriche, elle, se dit que c'est le moment de prendre sa revanche après ses précédentes défaites et elle attaque la Bavière. C'est la panique dans le camp français et il faut que Napoléon se déplace lui-même dans la région. Pour la première fois, l'empereur est vaincu à Essling en mai 1809. Napoléon n'est donc pas invincible. C'est ce que vont se répéter les ennemis de la France comme pour se persuader. Les monarchies européennes retrouvent de l'espoir, d'autant plus que les meilleures troupes sont toujours bloquées en Espagne. C'est dans ce contexte que débute la campagne de Russie au milieu de l'année 1812. Napoléon lance l'offensive avec pour but d'affaiblir Alexandre Ier et le faire revenir dans l'alliance contre l'Angleterre. Mais au lieu de mener une bataille décisive, les Russes reculent au fur et à mesure que l'armée française avance. Son but, fatiguer l'ennemi et étirer ses lignes de communication, avec aussi une stratégie de harcèlement des soldats et une politique de la terre brûlée. Le 14 septembre 1812, les Français entrent dans Moscou, livrés aux flammes et pillés. Les hommes sont fatigués et ne trouvent pas de vivres, le froid ne va pas tarder à s'installer et les troupes russes ne sont pas très loin. C'est le moment d'engager la retraite avec un seul chemin possible, qui passe par une rivière désormais tristement célèbre, la Bérésina. La Bérésina, dans l'appellation collective, effectivement, ça résonne comme une défaite, comme une déroute. Il faut bien prendre en compte 2 choses. La première, c'est que d'un point de vue militaire, la Bérésina du côté des Français est une victoire. Napoléon parvient à faire passer ses troupes et donc il parvient à sauver une grande partie des forces qui étaient en sa possibilité. Et il parvient surtout à repousser et les Cosaques et les généraux qui l'entourent. Et c'est là où le général lorrain Éblé va se distinguer. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon. La rivière charrie des gros blocs de glace. Il fait moins 20 degrés et pourtant les pontonniers de Éblé vont pas hésiter à rentrer dans l'eau et construire ces fameux ponts qui vont permettre au reste de la grande armée de traverser. Ils vont le faire au prix de leur vie puisque le général Éblé va mourir quelques jours après suite à son dévouement. Autant la Bérésina est une victoire, autant la campagne de Russie est une défaite parce qu'on n'atteint pas notre objectif. Pire, toute l'Europe se coalise contre nous. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques. Mais on ne sait pas où on a perdu. Il n'y a pas une seule bataille où on a perdu. Comme on est incapable d'expliquer pourquoi on a perdu la campagne, on va se référer au 29e bulletin de la Grande Armée qui parle de la Bérésina. Napoléon explique bien qu'on a perdu nos troupes, que tous les traînards ne sont pas passés. Ils auraient pu passer, mais voilà, ils sont au chaud, ils n'ont pas envie de continuer, ils sont fatigués, donc ils sont restés du mauvais côté, alors que les ponts étaient libres dans la nuit, mais ils l'ont pas fait. Et puis, après la Bérésina, c'est pire. C'est là où on a les drames. C'est après la Bérésina où il fera moins 30, où les gens vont mourir de faim, mais où ils vont mourir de froid. Et pire que tout, bon, je pense mourir désespérés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'espoir d'échapper aux Russes. Et on est incapable de dire à quel endroit ça s'est passé. Ça se passe entre le chemin, entre un petit peu après la Bérésina jusqu'à Vilnius. Donc comme on ne sait pas où on a perdu, on dit c'est la Bérésina. Et pour finir de décourager ce qu'il reste de la Grande Armée, Napoléon s'en va. Il doit revenir à Paris où un général franc-comtois vient de tenter un coup d'État avec un incroyable culot. Mallet essaye de renverser l'empereur en cette fin d'année 1812 avec une idée toute simple,
faire croire dans tout Paris que Napoléon est mort en Russie. Certains responsables vont tomber dans le piège, d'autres vont douter. La confusion va durer une nuit avant que le Jurassien ne soit finalement jeté en prison puis fusillé 6 jours plus tard. Ce qui est important dans ce coup d'État de Malais, c'est pas de savoir s'il aurait réussi ou pas, c'est pas faisable. En revanche, ça marque l'échec du système de Napoléon. Il entend bien établir une 4e dynastie. Il y a eu les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, maintenant il y aura les Bonaparte. En 1811, Napoléon a eu un fils. Le fait que certains, y compris dans les hauts personnages de l'Empire, aient accepté ce fait qu'on ne dise pas l'empereur est mort, vive l'empereur, mais qu'on passe un gouvernement provisoire, montrait l'échec du système de Napoléon. Montrait que sans lui, le système n'existait plus. Maintenant, Napoléon comprend qu'il lui faut du temps pour assurer le système et que lui mort, eh bien, on reviendrait à une monarchie, on reviendrait à une guerre civile. C'est ça qui est terrible dans le coup d'État de Malais. C'était pas une menace, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est le système lui-même qui s'effondre. 1813 ne sera pas meilleur pour l'empereur. La Prusse rejoint la Russie dans la guerre, tout comme l'Autriche. Tous reçoivent le soutien financier de l'Angleterre. Napoléon finira par reculer. À la fin de l'année, les défaites et la fatigue s'accumulent. L'Empire est en lambeaux, l'économie est à bout de souffle et l'ennemi est en France. Il se rapproche même de Paris. En Lorraine, les cols vosgiens ne sont plus défendus et Nancy est abandonnée en ce début d'année 1814. Napoléon ne pense pas que les coalisés oseront franchir le Rhin avant le printemps 1814. Sauf que l'ennemi n'attend pas le printemps. Dès les derniers jours de décembre 1813, ils franchissent le Rhin. Ils arrivent sur une Alsace où il y a peu de troupes françaises et ensuite sur une Lorraine où malheureusement le pauvre Lorrain Victor n'a pas de troupes à opposer. Il y a quand même des exploits. Il y a combat à Épinal, Taon, Illiers. Il y a des combats ici ou là qui sont plutôt très valeureux pour les Français. Thierry Chauffat. On n'a pas de combat depuis 1799 jusqu'en 1814 en France. Donc, on n'a pas entretenu les fortifications. Les villes françaises ne sont pas aptes à faire un siège. Il y en aura. Hein. Belfort, par exemple, Salzbourg. Enfin, il y a toute une série de villes qui vont résister. Mais Toul, par exemple, Nancy, on n'en parle même pas, seront des villes ouvertes. Alors, Toul va essayer de combattre un petit peu, mais voilà, on ne peut pas faire parce qu'on ne prévoyait pas non plus une guerre de fortification, une guerre qui se passerait dans nos villes et nos campagnes. En Franche-Comté, Vesoul devient capitale d'un État éphémère. L'armée autrichienne y a installé son quartier général. Le tsar Alexandre Ier viendra passer une nuit dans la ville, tout comme l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Et tous se mettent d'accord pour y créer une sorte de principauté, un État tampon entre l'Allemagne et la France avec Vesoul pour capitale. Un mini-État englobant la Franche-Comté, le département des Vosges et la principauté de Porrentruy, qui durera moins de 6 mois avant sa dissolution. Cet État est une vieille idée d'ailleurs de dépecer l'Empire français et de créer des petits États qui seraient évidemment sous le contrôle des Autrichiens en l'occurrence. L'empereur, lui, est à Fontainebleau quand la capitale tombe. Nous sommes le 31 mars 1814. Le 2 avril, il est déchu de son trône par le Sénat qui investit un gouvernement provisoire. Et une grande partie de ses troupes, et en particulier de ses maréchaux, qui lui devaient quand même beaucoup vis-à-vis de leur titre et de leur fonction, une grande partie de ses maréchaux vont l'abandonner, ne souhaitant plus du tout aller à l'extrême limite des combats qui ont été menés. David Chanteran. Après une semaine de tergiversation, dans la nuit du 12 au 13 avril, résigné et surtout abattu, Napoléon se décide à se suicider. Il porte sur lui une petite fiole de poison, il en boit une grande partie, mais comme ce poison avait été préparé 2 ans auparavant par son chirurgien Ivan sur les conseils d'un pharmacien, ce poison n'est plus du tout efficient et il en est quitte pour un simple lavement d'estomac. Mais on se rend compte que finalement le moral de Napoléon est au plus bas parce qu'il n'a pas pu abdiquer en faveur de son fils, l'Aiglon, ce qui était son vœu le plus cher. Il finit par accepter un exil et une souveraineté sur l'île d'Elbe entre la Corse et l'Italie. Il accoste le 4 mai. Alors, en a-t-on fini avec Bonaparte ? Eh bien non. Il va revenir en France moins d'1 an plus tard, en 1815. Il y a 3 éléments qui vont contribuer à lui faire changer d'esprit. Le premier, c'est que dans le traité de paix, il était prévu que le roi Louis XVIII allait lui verser 2 millions de francs or pour justement pouvoir subvenir non seulement aux besoins des troupes qui étaient encore avec lui, il n'est pas prisonnier à l'île d'Elbe,
mais les 2 millions de francs or ne seront jamais versés par le pouvoir royal. La seconde, c'est que le Congrès de Vienne, qui est réuni pour décider du sort de l'Europe, envisage d'envoyer Napoléon un peu plus loin que l'île d'Elbe, de l'expédier, si l'on peut dire, soit aux Açores, soit même déjà à Sainte-Hélène. Et il l'apprend évidemment par des espions qui sont très bien informés. Et la troisième raison, c'est que le sort même de la France et la situation à la fois économique et politique de la France est si peu enviable qu'une crise couve et qu'un certain nombre de gens qui étaient plutôt du côté des partisans monarchiques, eh bien, commencent à faire appel à Napoléon en lui disant il faut rentrer en France parce qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre un terme à tous les différends qui nous opposent et surtout à rétablir l'économie comme vous aviez pu le faire au temps du consulat. Convaincu, Napoléon revient en France et il débarque à Golfe-Juan. Avec 700 hommes, il entame désormais une remontée triomphale vers Paris. Tout le monde se rallie à lui, civil et militaire. Donc c'est vraiment une popularité énorme et donc il n'y a même pas un combat, il n'y a rien, il n'y a pas un tir. On sent bien cette personnalité, on sent bien cette popularité. Dès qu'il approche, on se souvient du Napoléon d'avant son exil. Et puis on se rend compte qu'on vivait mieux avec lui que sous Louis XVIII. Mais ça va très vite se gâter pour lui. Hors de question pour les monarchies européennes de faire revenir cet ennemi absolu. Une nouvelle guerre est inévitable, elle se déroulera en Belgique. Napoléon se fait prendre à revers et il est battu à Waterloo. C'est pas Waterloo qui fait chuter Napoléon. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques. C'est que Napoléon revient à Paris et demande à l'Assemblée, il y a eu des élections après son retour, et Napoléon demande aux représentants, équivalent des députés, les pleins pouvoirs pour se mettre à la tête de l'armée française et pour résister à l'invasion qui arrive. Et on ne lui donne pas. Donc il y a un coup d'État qui renverse Napoléon, coup d'État parlementaire qui renverse Napoléon et qui établit un gouvernement provisoire. Face à l'hostilité des parlementaires, il abdique de nouveau le 22 juin. C'est la fin de ce qu'on a appelé les 100 jours. Napoléon est alors devenu très gênant. Il doit se rendre aux Anglais qu'il envoie directement en déportation sur l'île de Sainte-Hélène, toute petite étendue de terre volcanique au milieu de l'Atlantique Sud. Il y débarque le 16 octobre 1815. Malade, il mourra le 5 mai 1821 après une brève et douloureuse agonie. Les guerres entre 1792 et 1815 auront tué entre 800 000 et 1 million de Français environ, et entre 2,5 et 3,5 millions de personnes au total. 1815 se termine par un traité assez dur pour la France, le pays sera occupé et devra payer des compensations. À ce moment-là, évidemment, on élimine tous les partisans de l'ancien empereur et on écrit suffisamment sur lui pour en faire un portrait très noir. Plus de 500 pamphlets vont être édités. Une vague anti-napoléonienne qui finira par lasser la population, qui va presque s'apitoyer sur la fin tragique et solitaire de Napoléon. La détestation, ce qu'on appelle la légende noire, elle s'est emparée de Napoléon à la suite justement des campagnes militaires sans but précis et surtout qui ne faisaient qu'alimenter le prestige personnel de Napoléon et de la famille Bonaparte. Mais lorsqu'on s'est rendu compte que lui parti, l'esclavage n'allait pas être aboli, que la place des femmes n'était pas meilleure que dans le code civil, qu'au contraire on allait régresser dans le caractère social de cette époque, on se rend compte que finalement Napoléon, ça n'était peut-être pas le meilleur, mais le moins pire, si l'on peut dire. Et donc, d'une légende qui était devenue noire au sortir des années impériales, eh bien progressivement, les romantiques et tous ceux qui se sont inspirés de ces épisodes-là vont donner naissance à un Napoléon différent, celui du Napoléon du peuple, de celui qui est proche de ses soldats, et donc ça va devenir une légende dorée qui va se retrouver dans tous les textes littéraires, de Balzac en passant par Hugo, Byron, Pouchkine, bref, c'est un Napoléon international qui va gagner les consciences et qui va permettre à Napoléon de retrouver la stature qui était la sienne au moment du prestige de 1804 par exemple. Et je ne peux pas conclure cet épisode sans vous raconter le rêve fou du médecin Charles l'Allemand qui va embarquer pour l'Amérique en 1816. Ils sont 3000 réfugiés bonapartistes qui ont rejoint les Français qui étaient déjà là. Charles l'Allemand va entraîner une centaine de vétérans pour un projet dingue, jeter les bases d'un nouvel empire d'où l'on pourra un jour s'élancer pour libérer Napoléon, tout simplement. Tout ce petit monde va fonder une colonie au Texas, une colonie qui va finalement disparaître, cernée par les Indiens cannibales, les pirates trafiquants d'esclaves et sous un climat difficile. Leur rêve restera un idéal, mais la légende de Napoléon ne fait que commencer. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode.
C'était le 5e volet des grandes histoires de l'Est consacré à Napoléon, une série en 6 épisodes. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon de Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, Républicain Lorrain Vosges Matin. Retrouvez tous nos podcasts sur les applis de podcast et aussi sur notre site internet. Et rendez-vous pour l'épisode 6, Empoisonnement, échange du corps. C'était Farfelu autour de Napoléon.